Bonjour et bienvenue sur Algomius. Toujours dans la série des vidéos des algorithmes à la loupe, ces algorithmes que l'on décortique pour voir exactement comment ils fonctionnent, je vous propose aujourd'hui de parler de la fonction maximum. Cette fonction qu'on utilise souvent, qui est programmée dans à peu près tous les langages de programmation, sert à récupérer quel est le maximum de plusieurs valeurs. Alors la fonction max, très souvent on l'utilise avec deux paramètres et elle nous renvoie quel est le plus grand des deux paramètres. Mais on va voir que cette fonction max finalement peut nous servir à faire des choses beaucoup plus intéressantes et à essayer de retrouver par exemple le maximum dans des éléments de tableau. Donc ça typiquement ça peut être retrouvé si jamais vous avez un tableau de température sur l'année ou sur le mois et vous voulez chercher quelle est la température maximum qu'il a fait, ou alors le nombre de pluies qu'il est tombé, quel est le mois où il y a eu le plus de pluie. Et les problèmes de maximum et de minimum peuvent aussi servir par exemple quand vous cherchez les limites de quelque chose, quel est le plus grand nombre que j'ai dans mon tableau, quel est le plus petit, et que vous cherchez à dimensionner quelque chose en fonction de l'intervalle que vous avez trouvé. En finance aussi, très souvent, vous essayez de maximiser les gains tout en minimisant les risques, et donc vous allez voir aussi que quand on sait faire la fonction maximum, en fait, il est très facile d'en déduire comment écrire finalement la fonction minimum. On est finalement à une inversion de comparaison près. Donc sans plus attendre, on va essayer de voir, au travers d'un petit exemple, comment est-ce que l'on va faire ça. Je vous propose donc de prendre un tableur et puis d'essayer de voir comment est-ce que finalement on pourrait résoudre ce problème-là. Et bien tout simplement, on va déjà commencer par écrire un tableau de valeurs. Donc j'ai 1, 5, 9, 7, 6, 8, voilà. J'ai un tableau de plusieurs valeurs et donc, on connaît comment fonctionnent les tableaux, on a la valeur et à chaque tableau correspond l'indice, donc sa position dans le tableau. 1 est à la position 0, 5 à la position 1 et ainsi de suite. Voilà, donc on a notre tableau qui est défini. Ok, maintenant si jamais je voulais chercher la valeur maximum là-dedans, comment est-ce que je ferais en tant qu'être humain? Et bien là, en fait, le tableau est assez simple et je m'apercevrai assez vite que je suis à la valeur 9, que la valeur 9 est la valeur qui est supérieure à toutes les autres. En fait, je m'aperçois, je peux vérifier facilement que 9 est la valeur la plus grande puisque je peux comparer à la valeur 1, 9 est plus grand, comparer à la valeur 5, 9 est plus grand, à la valeur 7, 9 est plus grand, à la valeur 6, 9 est plus grand, et à la valeur 8, 9 est plus grand aussi. Et donc en fait, 9 est plus grand que tous les autres éléments du tableau, et je suis donc arrivé à prouver que 9 en fait est la plus grande valeur de mon tableau. Si jamais on devait expliquer un petit peu comment on fait, c'est vrai que sur ce tableau est très simple et c'est assez visuel, mais en fait ce que l'on fait c'est toujours des comparaisons 2 à 2. C'est-à-dire que on va chercher la valeur max temporaire, c'est-à-dire que pour l'instant on va regarder la première valeur, pour l'instant c'est 1, donc j'ai qu'une seule valeur, donc la maximum de 1 c'est 1. Quand j'en arrive à la deuxième valeur, tout simplement, je vais comparer la nouvelle valeur 5 à la valeur qui pour l'instant était le maximum temporaire. Donc pour l'instant 5 est plus grand que 1, donc la valeur du maximum temporaire change. Maintenant j'ai plus 1, j'ai 5. Ce qui me permet de comparer l'élément suivant 9 au nouveau maximum temporaire. Donc là c'est 9 qui est le plus grand, je le conserve. Ensuite je compare 9 avec le prochain élément qui est 7. Là 9 est toujours le plus grand, donc je le conserve. Ensuite je regarde l'élément 6 avec l'élément 9. Et là je vois toujours que 9 est plus grand, donc je conserve le 9. Enfin, je compare la valeur 8 avec mon élément maximum temporaire 9, c'est toujours 9. Et quand j'arrive au bout de mon algorithme, eh bien, je sais que le plus grand chiffre que j'ai trouvé dans le tableau, c'était 9. Je l'ai en fait amené jusqu'ici. Et donc on s'aperçoit que le problème finalement se résume toujours à des comparaisons 2 à 2 de nombres. Et c'est pour ça que la fonction max que vous avez dans la plupart des langages de programmation, en fait, ne prend que deux paramètres et essaie de récupérer quel est le maximum des deux paramètres. Ok, si cette fonction elle existe, dans Python elle existe, elle s'appelle max, on pourrait essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait réécrire cette fonction pour essayer de comprendre comment elle fonctionne. C'est une fonction en fait qui est très très simple. Qu'est-ce qu'elle va prendre déjà, si on devait en écrire l'algorithme? Alors je vais l'appeler maximum, pour ne pas qu'il y ait confusion avec la fonction max qui est prédéfinie dans le langage. Qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre déjà un entier n1 et un entier n2. Donc elle va prendre deux entiers en paramètres. Qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner un entier, puisqu'elle va retourner le nombre le plus grand des deux entiers. Donc, on va mettre le début et la fin de mon algorithme. Et ce que l'on veut pouvoir faire, c'est que, par exemple,
je veux pouvoir mettre dans une variable v, par exemple, je veux pouvoir mettre le maximum entre les chiffres 5 et 9, par exemple. Et je veux qu'on mette 9 dans v, puisque c'est le nombre le plus grand. En fait, on va voir que cette fonction, elle est très très simple. La seule chose que l'on va vérifier, finalement, c'est si n1 est inférieur à n2, alors on retourne n2, c'est-à-dire que si n1 est plus petit que n2, eh bien on retourne n2, puisque ce sera n2 le plus grand. Sinon, dans les autres cas, on va retourner n1. Et donc vous voyez qu'on n'a pas géré explicitement le cas de l'égalité, si jamais on avait n1 est égal à n2, puisque si vous êtes dans le cas d'une égalité, peu importe en fait que vous renvoyez la valeur de n1 ou de n2, puisqu'elles sont identiques. Et donc ce qui se passe en termes d'égalité, ça veut dire que n1 n'est pas inférieur à n2, puisque n1 est égal à n2, et donc on va renvoyer n1 également. Et donc notre fonction maximum, elle est déjà écrite. Donc, le maximum de 5 et 9, finalement, ça va nous renvoyer quoi? Eh bien, n1 vaut 5, ici. n2, on va l'écrire à côté. Dans mon exemple, n1 vaut 5, n2 vaut 9. Qu'est-ce qui va se passer quand on arrive ici? Tout simplement, si n1 est inférieur à n2, alors n1 est bien inférieur à n2, alors on renvoie n2, on renvoie la valeur 9. Ok. Donc, notre fonction marche correctement. Et maintenant, on pourrait se demander, d'accord, mais si jamais je voulais maintenant avoir le maximum de 3 nombres, eh bien en fait, j'aurais pas à refaire toutes les modifications que j'ai faites ici. Imaginons, on pourrait le faire, je voudrais créer une fonction de maximum 3. Et cette fonction, elle prendrait quoi? Elle prendrait un entier n1, elle prendrait un entier n2, et elle prendrait un entier n3. Et elle retournerait une valeur entière. Ok, donc elle a un début de fonction et elle a une fin de fonction. Qu'est-ce que je pourrais faire là-dedans? En fait, si jamais je ne voulais pas me baser sur la fonction maximum que j'avais déjà écrite, je pourrais écrire une fonction qui, à peu près, s'apparenterait à ça. Donc si n1 est inférieur à n2, et n1 qui est inférieur à n3, alors, non, pardon, l'inverse. Si n1 est supérieur à n2 et n1 supérieur à n3, alors le retour ce sera naturellement n1, puisque n1 est supérieur à tous les autres. Sinon, si n2 est supérieur à n1 et n2 est supérieur à n3, alors le retour sera n2, puisque cette fois-ci, c'est n2 qui est le plus grand. Il est à la fois plus grand que n1, et il est à la fois plus grand que n3. Donc n2 est la plus grande des valeurs. Enfin, sinon, on va retourner n3. Et on fait fin si. D'accord. Donc là, en fait, on a écrit une fonction qui va nous retourner le maximum de 3 entiers. À chaque fois, on va vérifier est-ce que n1 est bien supérieur aux deux autres? Oui, alors on renvoie n1. Si n2 est supérieur aux deux autres, oui, alors on renvoie n2. Et dans tous les autres cas, on renvoie n3. D'accord. Et donc, on se rend bien compte que si jamais on avait à écrire maintenant le maximum de 4 nombres, le maximum de 5 nombres, le maximum de 6 nombres, en fait, cette fonction deviendrait de plus en plus grande. Vous voyez que là, on a déjà un si qui se décompose en 2 cas. Là, on a un si qui se décompose en 3 cas. Pour 4 entiers, on aurait un si qui se décompose en 4 cas, et en plus, on aurait une comparaison en plus. Là, on n'a qu'une seule condition. Là, on a 2 conditions qui sont raccordées par un opérateur logique et. Et donc, on s'aperçoit qu'on pourrait pas. C'est pas tellement intéressant de faire ça, puisqu'en fait, on se rend compte que le maximum de 4 nombres, en fait, ça deviendrait des codes de plus en plus grands, des fonctions de beaucoup plus importantes, et en fait, on ne sait jamais en fait combien de nombres on voudrait avoir à traiter. Je pourrais avoir fait par exemple les maximums jusqu'à 17 et puis quelqu'un viendrait avec 18 nombres et puis j'aurais aucune fonction qui le traite. Alors on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait finalement déjà se baser sur la fonction qu'on vient d'écrire du maximum qui compare deux nombres.
Parce qu'en fait, vous voyez que là, ce que l'on fait, on compare N1 et N2, on compare N1 et N3. Donc toutes les comparaisons que l'on fait, même sur le maximum de 3 nombres, en fait, elles se font toujours entre deux nombres. Et comparer deux nombres, en fait, on l'a la fonction. La fonction, on l'a. Ok. Et donc, on va essayer de l'utiliser dans le maximum de 3 nombres. Si j'avais un tableau de 3 nombres, par exemple, je vais prendre 3, 7, 6, j'ai 3 nombres ici et je vais en chercher le maximum. Qu'est-ce que c'est le maximum si jamais je reprends ce que j'ai fait en haut? Au début, j'ai un max temporaire. J'ai un max temporaire de 3, je compare 3 et 7, 7 est le plus grand, et je compare ensuite 7 et 6, comme je l'ai fait tout à l'heure, et c'est toujours 7 le plus grand. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai comparé ces deux valeurs, et le maximum de ces deux valeurs, je l'ai comparé à la troisième valeur. Et bien ça, en termes d'algorithmie, ça s'écrit très facilement. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai fait le maximum de la valeur 1 et de la valeur 2. Donc là, si je reprends mon fichier Excel, j'ai fait le maximum entre 3 et 7. Je vais l'écrire sous forme d'arbre. J'ai 3, 7, 6. Et je vais essayer de faire comme si j'avais affaire à un championnat de foot. C'est-à-dire que j'ai une rencontre qui va se passer. Je vais utiliser des flèches. J'ai une rencontre qui va se passer ici. 3 va être confronté à 7. En plus, les villes existent, donc 3 contre 7 au foot. Et le plus grand des deux, puisque là, la relation que je cherche, c'est max, c'est 7 qui va gagner. Et ensuite, ce qu'il me reste à faire, c'est que cette valeur que j'ai trouvée là, le 7, il suffit finalement de le confronter à la dernière valeur du tableau, dernière équipe qui n'a pas encore joué. Cette fois-ci, 7 va affronter 6. Et comme je suis dans une relation de recherche du maximum, c'est 7 qui va gagner. Et donc à la fin, je vais avoir 7. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que j'ai utilisé ma fonction max ici entre les deux premiers éléments, et j'ai utilisé ma fonction max ici entre le maximum des deux premiers éléments et l'élément qui me restait encore dans mon tableau. Et bien, en termes d'algorithmie, donc je fais le maximum entre le premier et le deuxième élément, ce qui va me donner l'élément 7, et le maximum qu'on me donne, il suffit que je le récupère et que je le fasse avec le troisième élément. J'ai avec le troisième élément qui me reste encore à évaluer. Donc j'ai pris le maximum des deux premiers. Si j'ai 3 et 7, je récupère ici 7. Et le troisième élément que je récupère ici, c'est 6. Et je vais avoir max de 7 et 6. Et je vais avoir la valeur 7. Et donc, en fait, une fois que j'ai la valeur ici, je vais récupérer la valeur 7, donc le maximum des 3. Et qu'est-ce que j'ai à faire ici? Eh bien, tout simplement, je vais faire mon retour. Et je vais avoir ici, dans ma fonction maximum de 3, cette fois-ci, la possibilité, donc maximum de 3, de chercher le maximum de 3 nombres. Ok, donc là on voit déjà que on peut avoir finalement réutiliser la maximum de 2 nombres pour essayer d'avoir les maximums des séries plus longues. La question qu'on peut se poser, c'est que là j'ai pris arbitrairement les deux premiers. Est-ce que j'aurais pu commencer par les deux derniers? Et bien en fait on se rend compte que oui, ça aurait marché tout à fait. Vous voyez que si j'avais pris le maximum de 6 et 7 ici, ça aurait fait 7. Et j'aurais utilisé ensuite il aurait fallu chercher le maximum de 3 et 7 et j'aurais toujours eu 7. Donc, peu importe dans quel sens vous allez commencer l'opération, vous allez toujours tomber sur le même résultat. Et c'est normal puisque en fait c'est toujours la valeur maximum que vous traînez. C'est exactement le même principe qu'ici. À partir du moment où vous avez votre maximum, en fait, vous ne le changez plus. Vous le traînez juste jusqu'à la fin de l'algorithme pour vérifier qu'il n'y a pas de nombre qui le dépasse. Donc en fait, peu importe les nombres par lesquels vous commencez, vous auriez pu commencer par comparer 3 et 6, vous auriez eu 6 en maximum, et puis ensuite ce 6 aurait été comparé au 7, et vous auriez aussi eu 7 à la fin. Donc en fait, l'ordre qui est ici n'influe pas du tout. J'aurais pu par exemple écrire, j'aurais pu d'abord tester N3 et N2, puis le tester avec N1,
j'aurais pu également avoir N1, N3 et que je finis par comparer à N2. Donc toutes ces écritures-là sont équivalentes, puisque c'est la recherche du max, peu importe dans quel sens on les évalue. On peut partir de gauche vers la droite, on peut partir de droite vers la gauche, on peut évaluer des nombres complètement de façon aléatoire, mais le but c'est juste qu'à un moment donné, tous les nombres aient été comparés entre eux. Donc là, ça, vous l'écrivez comme vous voulez. Et maintenant, on va essayer de déduire un petit peu de cet algorithme, comment est-ce qu'en fait on pourrait pousser un petit peu plus loin, pour cette fois-ci ne plus se limiter à écrire une fonction maximum 3 ou maximum 4 ou maximum 5, mais cette fois-ci, écrire une fonction qui partirait finalement d'un tableau et qui essayerait de nous retrouver le maximum du tableau. Et donc pour ça, on va écrire notre fonction, je vais appeler maxtab, on va lui donner un tableau d'entier que j'ai appelé t en entrée, et qu'est-ce que l'on veut? On veut en retour un entier qui sera finalement l'élément le plus grand du tableau. Donc là, on retourne un entier, puisque en entrée, j'ai un tableau d'entier. Si j'avais eu un tableau de caractères ou un tableau de réel, il est clair que l'élément retourné serait du même type que les éléments du tableau. Donc on va faire un début, et on va faire une fin. Donc cette fois-ci, on veut plus être dépendant finalement du nombre de paramètres. On veut dire, en fait, tu vas me trouver le max dans un tableau qui a une taille variable. Enfin, le tableau qui est donné ici en paramètres va avoir une taille toujours fixe, mais cette fonction va pouvoir s'appliquer à des tableaux de tailles différentes. Donc je vais déclarer quelque part mon tableau, et je vais mettre des éléments dedans, 1, 5, 8, 7, 9, 3, 2, 6. Voilà. Et ce que je veux pouvoir faire, c'est pouvoir afficher, finalement, je veux pouvoir afficher la valeur max du tableau T. D'accord. Donc, ce qu'on a vu déjà, dans un premier temps, c'est que on a déjà vu que il fallait parcourir tout le tableau et regarder élément par élément. D'accord? Donc parcourir un tableau, ça se fait très bien. Vous pouvez utiliser la boucle pour i de 0 à la taille du tableau moins 1. Vous pouvez l'écrire comme ça. Dans la mesure en fait où on ne se servira pas forcément de l'indice dans ce cas-là, je vous propose d'écrire ça encore dans une structure un petit peu plus simple, de dire par exemple qu'utiliser une variation de la boucle pour, qui est la fonction pour chaque, qui se traduit dans de nombreux langages de programmation par for each. Et on peut dire par exemple pour chaque élément de t, fin pour. Donc la différence là, c'est cette fois-ci, là on ne va pas parcourir les indices, comme la fonction pour i de 0 à 5 aurait parcouru les indices. Cette fois-ci, on parcourt directement les valeurs du tableau. Donc cette fois-ci, le premier tour de boucle élément vaudra 1, le deuxième tour de boucle élément vaudra 5, le troisième tour de boucle élément vaudra 9, et ainsi de suite. Donc là, pour chaque élément de t, on va faire quelque chose. Donc c'est-à-dire que là, ce que l'on cherche à avoir, c'est qu'on va avoir une variable élément qui, dans le tour 1, qui va prendre successivement les valeurs de mon tableau. Donc ça, à chaque fois, c'est le tour 1, c'est le tour 2, et ainsi de suite. Voilà. Donc on a déjà une boucle qui maintenant va prendre toutes les valeurs de l'élément. Donc 1, 5, 9, 7, 6, 8, c'est les éléments de mon tableau. Ok, maintenant qu'est-ce que je veux faire sur ces éléments-là? Eh bien tout simplement, je veux les comparer entre eux, et toujours garder le maximum. Donc j'ai un max temporaire qui a été ici, et vous avez vu que les comparaisons font que j'ai toujours comparé ce max temporaire à quelque chose. Ok, très bien. Eh bien, on va l'écrire comme ça. On va créer une variable locale qui va contenir le max temporaire. Donc je l'appelle temporaire, puisqu'en fait, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de l'algorithme, on n'est pas sûr que la valeur qui soit dedans c'est le maximum. Pour l'instant, ça va être un maximum local sur le début du tableau, et ce n'est qu'à la fin de l'algorithme qu'on peut considérer que le max temporaire est un max pour tout le tableau. Donc on définit un max temporaire
qu'il va falloir initialiser. Donc on va voir ce problème d'initialisation tout de suite. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Et on a vu que pour ce max temporaire, qu'est-ce que l'on veut faire? Tout simplement, on veut que ce max temporaire récupère à chaque fois le max, se compare à lui-même. Donc c'est ce qu'on a fait, on a systématiquement comparé ce qu'il y avait dans la valeur max jusqu'à présent avec l'élément suivant du tableau. Et ça veut dire que le 5, par exemple, constitue la valeur max dans le tableau dans les deux premiers indices. Le 9 correspond à la valeur max dans le tableau sur les trois premiers indices. Toujours, c'est la valeur max du tableau qu'on a déjà parcouru. Donc on va essayer de garder un petit peu cette logique-là. On va essayer de se dire tout simplement que on va prendre... on va dire tout simplement que le max temporaire, qu'est-ce que je veux mettre dedans? Eh bien, je vais mettre le maximum entre quoi? Eh bien, je vais mettre le maximum entre le max temporaire, donc tel qu'il était à l'étape d'avant, et l'élément que je suis en train de traiter. Voilà. Et donc, je m'appuie sur la fonction maximum que j'avais déjà déclarée là-haut. On va faire un petit peu de place. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'ai déclaré une fonction, une variable max temporaire. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore initialisée. On va se poser la question pourquoi. On parcourt chaque élément du tableau. Et à chaque élément du tableau, on regarde dans max temporaire le maximum entre le max temporaire tel que je l'avais déjà déclaré et la valeur dans le tableau. Ok. Donc pourquoi j'avais pour l'instant mis des points d'interrogation dans le max temporaire? Parce qu'en fait, l'initialisation de la variable, c'est quelque chose de très important. Et ça peut être assez crucial. Donc on pourrait se dire, si je cherche l'élément maximum dans un tableau, il suffirait que j'initialise avec la valeur 0. D'accord? Et je vais comparer 0 à 1, et ainsi de suite, et je vais trouver 9. Ok. Maintenant, imaginons que le tableau que j'ai ici, en fait, je me retrouve avec aucune valeur positive. Je me retrouve avec aucune valeur positive. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, cette fois-ci, j'ai que des valeurs négatives partout. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai, pour l'instant, mon max temp, il est à 0. Je l'ai initialisé avant le tour 1, je vais initialiser à 0. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que je vais comparer 0 à moins 1, et bien 0 sera plus grand. Je vais comparer 0 à moins 5, 0 sera plus grand. Je vais comparer 0 à moins 9, 0 sera plus grand. Je vais comparer 0 à moins 7, 0 sera plus grand. Je vais comparer 0 à moins 6, 0 sera plus grand. Je vais comparer 0 à moins 8, et 0 sera plus grand. Et la fonction, qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner 0. Ce qui est faux, puisque 0 n'est même pas un élément du tableau. Donc en fait, là, vous voyez que les erreurs d'initialisation peuvent avoir vraiment des conséquences dramatiques. C'est que là, je suis arrivé à créer un résultat, je suis arrivé à renvoyer un résultat à mon utilisateur qui n'est même pas dans le tableau. Donc là, ça peut être quand même assez grave ce qui peut arriver là-dedans. Donc toujours une bonne idée, quand vous faites ce genre de choses et que vous voulez initialiser une variable, essayez de prendre un élément du tableau. Souvent, essayez de prendre le premier. Et donc, comment est-ce que je prends le premier élément du tableau? Eh bien, tout simplement, je vérifie d'abord si le tableau n'est pas vide, si vraiment je veux blinder ma fonction. Mais là, on estime que l'utilisateur n'envoie pas un tableau vide. Mais si l'utilisateur n'a pas envoyé un tableau vide, eh bien, je récupère simplement le premier élément de mon tableau. Et comment je fais ça? Eh bien, tout simplement, je prends mon tableau et je récupère l'élément qui est à l'indice 0. C'est-à-dire que je prends ici, à l'indice 0, j'ai la valeur moins 1. Et donc, ça va tout changer, puisque je vais prendre moins 1. Entre moins 1 et moins 1, le plus grand, ça va être moins 1. Ouais, j'ai un peu le... Ça se voit pas tellement. Je vais plutôt inverser les deux pour qu'on voit le changement. Donc je vais initialiser avec la première valeur du tableau qui est moins 5. Moins 5 et moins 5, le max des deux c'est moins 5. Moins 5 et moins 1, cette fois-ci le maximum c'est moins 1. Et puis le moins 1, je vais le traîner jusqu'au bout, puisque j'ai plus aucun chiffre qui est
Bon, et je vais retourner à la fin moins 1. Donc là, j'ai ma valeur de retour, c'est ce qui manque pour l'instant dans mon algorithme. Je vais faire ici un retour de moins 1. De max temporaire. Ok. Donc là, cette fonction, en fait, vous voyez que finalement, elle était plutôt simple à écrire, puisqu'on s'est basé sur une fonction maximum qu'on avait déjà définie avant, qui permettait de trouver le maximum entre deux éléments. Et donc, ce tour de boucle, en fait, récupère à chaque fois la valeur temporaire, la meilleure valeur que j'avais sur le tableau que j'ai déjà traité, et je la compare au nouvel élément de mon tableau. Et donc, ça permet, en fait, de traîner, comme on a fait ici, la valeur maximum jusqu'au bout de l'algorithme. Et une fois qu'on arrive au bout de l'algorithme, en fait, il suffit de retourner max temporaire. D'accord ? On a pratiquement fait tout le chemin. Essayons maintenant d'écrire cette fonction en Python et de voir en fait comment est-ce qu'on peut faire quelques tests avec. Donc j'ouvre pour cela Visual Studio Code et on va essayer de voir comment déjà on peut écrire notre fonction maximum. Donc je vous rappelle qu'on peut écrire une fonction en Python, on utilise le mot-clé def et on va écrire notre fonction maximum. Maximum va prendre deux paramètres, n1 et n2. Je ne mets pas les types puisqu'il n'y a pas de typage explicite en Python. Je mets les deux points et je me retrouve à la ligne avec une tabulation pour dire que je suis dans le corps de ma fonction. Cette fonction, on va l'écrire très facilement. Si n1 est inférieur à n2, alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je return n2 else, hop, je return n1. Donc c'est exactement la même façon d'écrire comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là j'en ai terminé avec ma fonction maximum. Je peux regarder si elle marche. Pour cela, je vais faire par exemple le maximum de 3 et 5. Et je vais afficher le résultat. C'est pour ça que je mets un print autour. Ok, je vais ouvrir un terminal. Regardez, ouvrir un terminal. Et on va essayer de voir. On va faire un bouton de max. Ok. Ah, j'ai mis 2 virgules. Ça ne marchera pas. Voilà. Et j'ai bien 5, le maximum de 3 et 5. Donc ma fonction maximum. Ah oui, mais je vais utiliser max. Ah, je vous l'avais dit, c'est la fonction prédéfinie de Python. Donc effectivement ça marche, mais avec ma fonction maximum, j'ai exactement la même chose. Hein. Ok, d'accord. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à écrire finalement la fonction qui va nous permettre de chercher le maximum dans un tableau. Donc cette fonction-là, on l'a appelée def maxTab. Cette fois-ci, elle prend un tableau entier, que je vais appeler T. Toujours pas de typage. En variable locale, j'ai donc ma max temporaire, que je ne déclare pas, puisqu'il n'y a pas de déclaration explicite en Python. Et je vais essayer de prendre, par exemple, mon max temporaire. Et le max temporaire, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Et bien, je vais mettre dedans mon élément 0 de T, c'est-à-dire le premier élément du tableau. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire for élément in T. Donc c'est la syntaxe Python pour dire que je prends chaque élément de T. Donc je vais parcourir les éléments de T, je vais parcourir chacun des entiers dans mon tableau. Et pour chacun des éléments, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais dire que dans max temporaire, je vais mettre le maximum du maximum que j'avais jusqu'à présent dans le tableau que j'ai déjà traité et du nouvel élément que je suis en train de voir. J'en termine avec ma boucle pour, et il ne faut pas que j'oublie le return, sinon ma fonction ne renverra rien, et je return max temporaire pour que je puisse l'utiliser. Encore une fois, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut tester ça. Je vais me faire une petite liste. Donc les tableaux en Python sont gérés sous forme de liste. Et je vais mettre quelques éléments. Et je vais afficher cette fois-ci plus le maximum, mais je vais utiliser le max tab que je viens de définir. Et je vais lui donner en argument juste le tableau T. Il me reste à lancer finalement la fonction max. Et vous voyez que la fonction max me renvoie 9, qui a l'air d'être effectivement l'élément maximum
qui se trouve là-dedans. Ok, d'accord. En fait, on a résolu tout notre problème. Maintenant, on a une fonction maximum qui arrive à retrouver le maximum dans un tableau. Et si on voulait avoir le minimum, en fait, on se rend compte que cette fonction maximum là, qui fait la comparaison de n1 et n2, en fait, la comparaison ne se fait plus qu'à un seul endroit. Et en fait, si jamais on inversait le signe à ce niveau-là, et qu'on relançait le programme, en fait, on s'apercevrait qu'on trouverait le minimum. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce que simplement, toutes les comparaisons qui ont été faites seront faites dans la fonction maximum. Donc, le seul moment où on compare les nombres entre eux, c'est ici. C'est la seule condition qui compare des nombres entre eux. Et donc, vous voyez, encore une fois, qu'on a factorisé les traitements et qu'on n'a pas des comparaisons qui se baladent un petit peu partout dans tout le programme. On a en fait une seule comparaison qui est à un seul endroit, et si jamais il y a une modification à faire dessus, en fait, elle pourra être faite à cet endroit-là. Donc, on a vu des choses qui sont assez importantes aujourd'hui. On a vu de nouveau comment est-ce que finalement un gros problème qu'on a essayé de décomposer la recherche dans un tableau, finalement on a vu qu'on pouvait passer par une fonction intermédiaire qui donnait le maximum entre deux valeurs. Donc les éléments qu'on a vus aujourd'hui sont très importants, et encore une fois, ce qui me plaît dans ce genre de vidéo, c'est de montrer le cheminement qui nous a permis d'y aboutir. On ne savait pas trop exactement comment commencer, on avait un problème qui était de chercher quel est le maximum dans un tableau. Et on a posé ça dans un tableur, et on a essayé de voir finalement comment est-ce qu'à la main, comment est-ce qu'en termes d'être humain, nous on réagirait pour trouver le maximum. Alors on a des fois un petit peu de mal, parce qu'en tant qu'être humain, on a tendance à dire oui mais ça se voit. Et on ne peut pas dire à un ordinateur, mais regarde, ça se voit. Et si l'exemple est trop simple et que vous ne comprenez pas quelle est la méthode que vous avez appliquée, eh bien prenez un exemple plus compliqué. Si vous prenez un tableau de 100 valeurs, par exemple, vous aurez plus de mal de dire ça se voit. Et quand vous allez avoir le tableau de 100 valeurs devant les yeux, et que vous allez essayer de chercher quel est le maximum de ces 100 valeurs, eh bien en fait vous allez développer une stratégie. La plupart du temps, vous allez écrire le nombre qui vous semble le plus grand sur un papier. Si jamais vous trouvez plus grand, vous le rayez et puis vous en mettez un autre. Et vous parcourez la liste de manière systématique, du début à la fin. Et bien, c'est exactement l'algorithme que l'on a mis en place. On parcourt le début de la liste, on essaie de faire en sorte qu'on ait toujours le maximum du début de la liste, et puis on rajoute un élément, et on regarde si le maximum est toujours encore vrai. Et puis en rajoutant des éléments successivement, à un moment donné, en fait, on a parcouru toute la liste, et on sait qu'on a le maximum de toute la liste. Et encore une fois, on a vu que là, ce problème-là a été décomposé, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti bille en tête essayer de trouver quel était le maximum finalement d'une liste. On est d'abord passé par une étape intermédiaire qui était de dire finalement le maximum déjà, qu'est-ce que c'est le maximum de deux nombres? Et à partir du moment où on a le maximum de deux nombres, on a vu que cette fonction, on pouvait s'appuyer dessus pour trouver le maximum de trois nombres, pour trouver le maximum de quatre nombres, et ainsi de suite. Et à partir du moment où on est arrivé à généraliser ce que l'on faisait. Et en généralisant, en fait, on est arrivé à trouver comment on trouve le maximum d'une liste, d'un nombre d'éléments qui est donné par la taille de la liste, mais là, maintenant, j'ai une liste où je pourrais donner 100 éléments, 200 éléments, 4000 éléments, et bien la fonction marcherait pareil, et me rendrait exactement le même max. Donc voilà, encore une petite vidéo qui montre un petit peu la démarche algorithmique qu'il peut y avoir derrière, quelles sont les intuitions pour démarrer, et toujours, quand on n'a pas d'intuition, on essaye de le faire à la main, on essaye de dérouler sur un tableur, on essaie de faire un petit tableau, on essaie de voir comment est-ce qu'en termes d'être humain on le ferait, et on essaie de voir si dans la démarche que l'on fait en tant qu'être humain, il n'y a pas des choses qui peuvent être codifiées. Donc voilà, la démarche est toujours identique, et on a vu, encore une fois, un nouvel algorithme à la loupe. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour la suite, et pour la décortiquer, encore un nouvel algorithme. Bonne journée!